Nous sommes le 28 septembre, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Un journal qu'on démarrera à New York aux États-Unis où s'est tenue cette semaine la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale. En marge du débat général, le vice-président Tiemoko Meliakone s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en présence de notre reporter Herman Guivet. Le Forum économique et touristique de la région du Sud Comoé s'est ouvert ce vendredi à Boisseau dans le Sud Comoé. Cultiver l'innovation et la durabilité pour une prospérité partagée, c'est le thème de ces assises qui invite au développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Robert Mambé-Begré a ouvert les travaux de réflexion. Le Parlement tunisien a révisé hier vendredi la loi électorale à quelques jours seulement de la présidentielle. Le texte inconstitutionnel pour les opposants votés retire au tribunal administratif la prérogative d'arbitrer les contentieux électoraux et la confie à la cour d'appel, considérée par les détracteurs de la loi comme une justice aux ordres. En marge donc du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, de l'Organisation mondiale, le vice-président Tiemoko Meliakone s'est entretenu avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Les échanges ont porté notamment sur les questions relatives à la sécurité dans l'ouest de l'Afrique et dans le Sahel. Les précisions d'Herman Guivet. Le vice-président ivoirien Tiemoko Meliakone à la tribune des Nations Unies à la faveur du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. La 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se tient dans un contexte mondial préoccupant sur le plan sécuritaire, économique et politique. Tiemoko Meliakone ne manque pas de le rappeler avant d'appeler les nations à un sursaut collectif. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la qualité et la profondeur des débats de cette session et pour le remarquable succès du sommet de l'avenir. Le monde est à la croisée des chemins. Les tensions géopolitiques se multiplient et alimentent l'escalade de plusieurs conflits armés. Des confrontations violentes dans des régions sensibles mène celle-ci au bord d'un embrasement généralisé. Cette situation d'insécurité et de recul de la paix est aggravée par le terrorisme qui sévit dans les régions comme le Sahel. Ces conflits anéantissent progressivement des années de progrès et de développement en faveur des populations. C'est le lieu pour mon pays d'appeler à la mobilisation de la communauté internationale en faveur des populations du Sahel, qui paient un lourd tribut dans la guerre contre les groupes terroristes. Monsieur le Président, les progrès réalisés par nos pays en matière de développement et de sécurité humaine sont aujourd'hui fragilisés par les effets du changement climatique, qui accentue les inégalités, la pauvreté et entraîne le déplacement forcé de millions de personnes chaque année. L'accroissement incessant du nombre de réfugiés climatiques constitue une tragédie de notre époque qui nous interpelle tous. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire appelle les Nations Unies et l'ensemble des partenaires à accroître et à intensifier leur assistance humanitaire d'urgence destinée à ces populations durement impactées. Le vice-président tire ensuite la sonnette d'alarme quant à la montée du terrorisme et les conséquences qui en découlent pour l'ensemble des pays de la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire. Fidèle à ses valeurs et à sa tradition d'hospitalité, la Côte d'Ivoire accueille dans les meilleures conditions possibles plusieurs milliers de ressortissants des pays sahéliens voisins qui fuient la violence des groupes armés. Et au-delà du Sahel, c'est aujourd'hui l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui est menacée d'effondrement. Cette évolution pourrait se propager au-delà du continent africain si aucune mesure efficace n'est envisagée. Pour sa part, la Côte d'Ivoire met à la disposition de l'ensemble des pays
l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville afin de les aider à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le vice-président de la République a souligné que la Côte d'Ivoire croit fermement aux vertus du multilatéralisme et que c'est ensemble que les États pourront dépasser les grandes divisions et bâtir des consensus autour des questions difficiles. Au plan géopolitique, les Nations Unies doivent être réformées. Pour le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone. Notre action collective doit s'inscrire résolument dans le cadre multilatéral unique des Nations Unies. Le monde a véritablement besoin d'une organisation des Nations Unies dynamique et efficace, représentative de la diversité des peuples et adossée au consensus des nations qui fonde sa légitimité. Dans ce contexte, les Nations Unies héritées du XXe siècle doivent être réformées en profondeur pour jouer pleinement leur rôle dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. La réforme de la gouvernance mondiale doit également s'étendre aux institutions financières multilatérales afin qu'elles soutiennent davantage les efforts de financement des objectifs de développement durable des pays en développant tout en adressant la question de la dette. Avant son allocution à la tribune du débat général, le vice-président de la République a pris part plus tôt dans la matinée au dialogue des dirigeants sur l'accélération des mesures d'adaptation au changement climatique en Afrique, co-organisé par Global Center on Adaptation, la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Cette rencontre, présidée par l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, membre du bureau exécutif du GCA, était organisée autour du thème suivant, dialogue entre dirigeants, un partenariat mondial pour redoubler d'efforts en matière d'adaptation au changement climatique. Intervenant à cette autre tribune, le vice-président de la République a indiqué que face aux problèmes environnementaux majeurs tels que la dégradation des zones côtières, les pertes de la biodiversité, les modifications des saisons culturelles et l'intensification des sécheresses auxquelles nos pays sont confrontés, la Côte d'Ivoire a pour sa part mis en place une politique ambitieuse en adéquation avec les engagements internationaux. Il a précisé que le plan d'adaptation national ivoirien s'articule autour de 3 priorités essentielles, à savoir moderniser les infrastructures, améliorer la gestion des ressources en eau et renforcer les capacités des communautés locales face aux risques climatiques. Pour le vice-président de la République, le dialogue entre dirigeants reste la meilleure réponse face aux défis environnementaux, car la collaboration internationale permet aux décideurs d'évaluer ensemble les progrès réalisés par les États, mais aussi de discuter des voies et moyens d'accélérer les actions, renforcer leurs capacités, mobiliser les ressources techniques et financières et échanger les meilleures pratiques possibles. Le vice-président de la République a également échangé avec le haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou. Raouf Mazou remercie les plus hautes autorités ivoiriennes pour le pays d'asile privilégié que continue d'être la Côte d'Ivoire pour les réfugiés en provenance du Burkina Faso et du Mali. Le haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou, a déclaré avoir pris bonne note des observations du vice-président de la République et de s'être accordé avec lui sur la nécessité d'accroître le financement de l'assistance humanitaire et de faire en sorte que les populations locales qui sont les premières à accueillir et offrir la protection aux réfugiés bénéficient, elles aussi, d'une assistance et d'un soutien de la part du HCR. Là, vous avez plutôt suivi quelques activités, donc le résumé de quelques activités du vice-président de la République et aussi son adresse à la tribune des Nations Unies. Le compte-rendu des échanges de Timoko Melie-Kone et Antonio Guterres vous sera proposé dans nos prochains journaux, toujours avec Herman Guivet. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, s'ouvrait le Forum économique et touristique du Sud Comoé, un forum qui a pour objectif de cultiver l'innovation et la durabilité pour une prospérité partagée. Et c'est le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, qui a lancé l'ouverture des réflexions hier à Boisseau. Compte rendu, Abdoulaye Koné, Zakaria Traoré. Le Sud Comoé était ce vendredi, en l'espace de quelques heures, la capitale économique ivoirienne, tant par la qualité des invités issus du monde des affaires que des acteurs qui animent la vie politique du pays. C'est le premier magistrat de la commune d'Aboisseau qui a présenté les atouts de sa localité. La commune d'Aboisseau regorge d'atouts, à l'instar des autres collectivités territoriales de la région. Cette qualité est propice au développement d'activités économiques bénéfiques aux investisseurs. L'avantage de notre commune réside tout d'abord
dans sa proximité avec la capitale économique qui est Abidjan, dont elle est séparée de seulement 116 km. 3 jours pour faire la promotion des potentialités économiques de la région et attirer les investisseurs. Le président du conseil régional a appelé le milieu des affaires de tous les horizons à s'intéresser aux réalités économiques du Sud Comoé. En tant que pôle économique aux potentialités différenciées, le Sud Comoé dispose d'un potentiel naturel avec une végétation favorable à l'agriculture, un réseau hydrographique dense constitué d'une façade maritime de 11 lagunes, de 1 grand fleuve et de 11 rivières et 4 lacs, d'un potentiel agricole dominé par le café, le cacao, le palmier, la banane, le manioc, le maïs, l'igname, etc. D'un potentiel agro-pastoral dominé par la volaille. En outre, la densité du réseau hydrographique, la présence de bas-fonds favorise le développement des activités de pêche, d'aquaculture et de pisciculture. Notre pays, au cours de la période de 2012 à 2023, a connu une croissance économique exceptionnelle avec un taux moyen de 7,1%, un des plus élevés non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'échelle continentale. Cette croissance, si elle est due aux réformes judicieuses, aux investissements ciblés et donc à l'amélioration du climat des affaires, s'explique en partie par le dynamisme du secteur privé qui emploie directement plus de 70% de la population avec un impact significatif sur la réduction du taux de pauvreté qui est passé de 55,4% en 2011 à 37,5% en 2021. La Côte d'Ivoire sera heureuse que vous soyez ses visiteurs réguliers et pourquoi pas vous compter parmi ses habitants, a dit le président de la cérémonie. Le Premier ministre Robert Beuré-Mambé, dans son allocution, a mis en avant le cadre légal macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Depuis 2011, le climat des affaires a eu d'importants changements. Et la Côte d'Ivoire facilite le travail aux investisseurs parce que nous avons besoin d'avoir un partenariat solide avec les partenaires qui acceptent d'investir dans notre pays. Ainsi, nous avons un nouveau code des investissements et des codes sectoriels rassurants et très attractifs. Nous avons de nouvelles lois sur l'exploitation du pétrole et des mines pour valoriser l'extraordinaire potentiel de la Côte d'Ivoire. Plusieurs guichets spécialisés sur les formalités des entreprises, sur le foncier, sur le commerce extérieur, afin de simplifier et de fluidifier les démarches administratives. Dans le cadre de ce que nous appelons le Plan national de développement 2021-2025, le gouvernement s'est engagé à œuvrer pour un développement équilibré de toutes les régions. Ce que vous découvrez ici, dans le Sud Comoé, avec ses particularités, vous pouvez découvrir cela aussi dans les autres régions. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre base dans le Sud Comoé, rayonner au sud-ouest, au nord-ouest, au centre, au nord et au nord-est. Le Sud Comoé pouvant constituer votre base arrière. Mais la Côte d'Ivoire fait en sorte que toutes les régions connaissent le même développement. À Boisseau, les discussions vont durer 72 heures. Quelques instants plus tôt, le Premier ministre faisait son entrée tout en fanfare pour honorer de sa présence ce grand rendez-vous économique. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement a fait un don aux différentes composantes de la société présente ce jour. Et des membres du gouvernement étaient présents à ce forum. Il y en a même qui étaient panélistes à l'ouverture. Et ce sont les ministres d'État, ministres de l'Agriculture, les ministres du Tourisme, du Commerce et de l'Industrie. Nos reporters leur ont tendu le micro après la cérémonie officielle. Vous entendrez aussi des potentiels investisseurs dans la région. Nous voudrions saluer l'opportunité qui nous est donnée de venir parler donc de nos projets de développement et également
de donner les perspectives de développement. Vous savez que cette région regorge de beaucoup de potentialités économiques en matière agricole, que ce soit au niveau du palmier à huile, de l'EVA, de l'ananas, du maïs, du riz et de bien d'autres productions vivrières. Nous sommes ici pour apporter dans le cadre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire les pans entiers des projets réservés à cette région. Et il s'agira pour nous de valoriser cet énorme potentiel et faire en sorte que cette région, qui est la première région touristique de notre pays, puisse véritablement s'ancrer davantage dans un développement qui soit profitable aux populations et qu'il y ait une économie solidaire, une économie circulaire qui soit mise à la disposition des populations. La région du Sud Comoré apporte sa contribution à la stratification de notre PIB au niveau industriel. Pour dire que cette zone, en fait, la région du Sud Comoré comprend la zone industrielle de Bonois avec 329 hectares et 25 entreprises en activité. La zone industrielle d'Assouba de 23 hectares avec actuellement 2 entreprises en activité. Et vous avez la zone biotechnologique des Grands Bassins avec également une dizaine d'entreprises. Donc vous avez dans cette région du Sud Comoré une cinquantaine d'entreprises qui génèrent plus de 200 milliards en fait, de francs CFA de chiffre d'affaires pour plus de 4600 emplois. Et lorsque nous regardons nos perspectives, aujourd'hui nous avons en projection environ 20 entreprises qui sont en cours d'installation, qui va permettre de générer environ 6000 emplois. Donc au cours des deux prochaines années, nous aurons environ au niveau industriel plus de 5000 emplois créés au niveau de la région du Sud Comoré en matière d'industrie. Nous portons aujourd'hui 2 projets. Un projet d'une ville universitaire écologique et durable, qui est un projet à 15 ans, de plus de 700 milliards de francs CFA, que nous portons aujourd'hui, qui sont retenus sur la liste des projets de la région Sud Comoré. Et nous portons également un projet de création d'une usine d'élevage et de développement de poissons et de crevettes de 10 millions d'euros, qui sera implantée dans la ville de Grand Bassam. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici au forum et nous conduisons une délégation de 10 personnes qui viennent donc de France avec nous et des États-Unis pour justement porter ces 2 projets-là qui sont des projets retenus aujourd'hui par le président Akaolé et que nous allons développer dans le cadre d'un leadership et d'un partenariat avec la région Sud Comoré. Alors, le Sud Comoré, c'est des possibilités aussi de rencontrer des investisseurs, des gens intéressés aussi par rapport à nos solutions. Notamment, moi, pour ce qui me concerne, c'est de l'information juridique pour apporter aussi à des professionnels, que ce soit des entreprises ou des praticiens du droit, l'information juridique de Côte d'Ivoire. On y travaille et après, derrière, c'est aussi de travailler en amont avec le gouvernement, avec aussi les organisations à Abidjan pour permettre peut-être aussi de mieux pénétrer le territoire, d'apporter peut-être d'une autre façon aussi ces outils-là. Donc que ce soit au Sud Comoré, qui est une très belle région, très dynamique, mais aussi sur tout le territoire ivoirien. Des propos recueillis par Abdoulaye Koné et Zakaria Traoré. La Côte d'Ivoire, définitivement la terre des grands événements. Le pays abrite en ce moment la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Et comme événement exceptionnel, moyen exceptionnel, le comité d'organisation n'a pas fait dans la dentelle. En témoigne cette magnifique cérémonie d'ouverture hier au Palais des Sports de Treichville en présence du Premier ministre Robert Mambé-Begré. Du 27 septembre 2024 au 5 octobre prochain, la Côte d'Ivoire devient l'épicentre de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Au Palais des Sports de Treichville, le public sportif a eu droit à une cérémonie d'ouverture riche en couleurs, mettant en exergue la richesse culturelle ivoirienne. Un rendez-vous sportif que de nombreux passionnés n'ont pas voulu se faire compter. Parmi eux, le Premier ministre des Sports, Robert Begré Mambé, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara, la présidente du Sénat, Kandia Camara, et plusieurs membres du gouvernement. Cette grand-messe du Maracana mondial à Abidjan marque un tournant dans l'histoire de cette discipline populaire inventée en Côte d'Ivoire. Dérivé du football, le Maracana est devenu au fil des années un sport compétitif de plus en plus prisé à l'échelle internationale. Treichville, par ma voix, voudrait donc souhaiter le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la bienvenue, à toutes les délégations venues du 4 coins du monde
pour s'affronter sportivement pendant 10 jours sur ces terres. Vous ne saurez lire la gaieté qui m'habite que d'organiser avec le soutien de son pays, de son continent, un tel événement qui démarre ainsi, sous la grâce du Seigneur, par la volonté également de nos gouvernants, à la tête desquels le président de la République, qui a bien voulu désigner son Premier ministre, donc à un haut niveau, se faire représenter, et l'ensemble des membres du gouvernement que vous avez vu ici ce soir et qui sont encore là, à cette heure qu'il fait, c'est une grâce. La Côte d'Ivoire et l'Afrique sont fiers d'organiser une telle cérémonie, une telle compétition. Et le chef du gouvernement d'afficher sa satisfaction. Nous rendons hommage au président de la République qui a fait de notre pays un grand pays sportif avec les infrastructures magnifiques mises à la disposition de la jeunesse ivoirienne. Et cette Coupe du Monde est un signal pour dire aux jeunes Ivoiriens que nous sommes capables de faire beaucoup de choses, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Le tout, c'est d'avoir une bonne volonté, de la passion pour ce qu'on fait, et le pays sera magnifiquement représenté en tous les domaines, partout dans le monde. Vive le sport en Côte d'Ivoire et que cette fête soit belle comme les autres compétitions que le président a offertes à la jeunesse africaine. Après le coup d'envoi donné par le président de la FIMA, Bleu Charlemagne, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé, 16 équipes venues d'Afrique et d'autres continents vont s'affronter pour tenter de remporter le trophée. Vendredi, le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de la Belgique et celle de la Côte d'Ivoire. Un choc qui a tourné à l'avantage des éléphants maracaniers qui se sont imposés au tir au but 6-5 et 1-1 à l'issue du temps réglementaire. La compétition se poursuit ce week-end avec de belles affiches à découvrir au Palais des Sports de Trècheville. Un reportage signé Arsène Kouassi, RTI Sport. Le foot, facteur d'union, facteur de rassemblement, le foot pour prôner la cohésion. C'est l'objectif de cet autre tournoi de Maracana à Bengourou qui vient de connaître son apothéose. À l'occasion de la finale, les jeunes ont été invités à s'éloigner de la drogue et des autres stupéfiants. Patricia Omouetia, Maxwell Lozo. Plus de 16 équipes ont pris part à la finale du tournoi de Maracana. L'équipe du Parlement des leaders face à celle de la Sorbonne. Score 1-0. Au-delà de l'aspect sportif, cette compétition, placée sous le thème « Jeunes d'Abengourou, non à la drogue et à l'immigration clandestine ». Des messages de sensibilisation sur la lutte contre la drogue, ainsi que des messages de paix et de cohésion sociale. Sensibiliser nos frères, lutte contre la drogue dans nos cités à Bangourou, cité royale de la commune. Le parrain de la cérémonie, Soalio Grand-Bouté, a exhorté les jeunes à la formation et à l'apprentissage de métiers. Tout du sport, on peut tout faire. Tout du sport, on peut faire la fraternité. Tout du sport, on peut faire donner des conseils à nos frères et sœurs. Nous avons appelé Abdoulaye Traoré Ben Badi, qui est aussi un modèle pour la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Traoré, invité spécial, a sensibilisé également les jeunes dans la lutte contre la drogue. Il fallait échanger avec la jeunesse d'Abangourou, surtout sur l'alcool, la drogue et puis l'immigration clandestine. Donc, je parlais aux jeunes. Cadres et autorités se sont tous engagés à soutenir la jeunesse et à servir de modèle aux nouvelles générations. Autre lieu, autre tournoi de foot pour un même objectif, renforcer la fraternité entre les habitants de Lakota dans le Lodjibois. Jean-Marc Djadji et son équipe ont assisté à la grande finale cette semaine. Après un mois de compétition, le vainqueur du tournoi de la cohésion sociale dans la sous-préfecture de Goudougou, dans le département de Lakota, est connu. Le trophée est remporté par l'équipe de Niambéziria, mais le vainqueur est en définitive le vivre ensemble. C'est du moins la conviction de l'initiateur du tournoi, Sam Wakouboué, cadre de la localité. Vous voyez là, nous avons une jeunesse de toutes les ethnies qui composent la sous-préfecture de Niambéziria. Ensemble, vous avez joué, ensemble, vous avez fraternisé, et là vous a permis de vous connaître et de sortir vainqueur. Personne ici, moi je pourrais dire, n'a gagné. C'est la sous-préfecture de Niambéziria qui a gagné ce soir et félicitations à tout le monde. À l'étape du village de Moussadougou, Sam Wakouboué a eu un entretien avec la chefferie traditionnelle. Il a invité chaque chef à être un levier de cohésion sociale afin de consolider les liens de fraternité dans la localité.
Voilà pour le sport. On change complètement de registre. Dans le cadre du CPC, le cadre permanent de concertation, les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA et du Tchad se sont réunis à Abidjan toute cette semaine. C'est la 15e conférence et elle vise à trouver un système de qualité qui favorise l'émergence des compétences professionnelles pour une meilleure employabilité des jeunes et des femmes dans l'espace UEMOA. Léon Broukwame a assisté à l'ouverture des travaux. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ce sont des systèmes d'enseignement, de formation technique et professionnelle réformés dans les 8 pays membres. Mais encore, les mêmes questions de chômage et de sous-emploi des jeunes et des femmes. Constat du cadre permanent de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle partagé par la commission de l'UEMOA. Nous devons tout faire aujourd'hui et plus que jamais au défi du développement des compétences, de l'emploi et de l'employabilité de nos jeunes. Le contexte, marqué par des crises sécuritaires et des tensions sous-régionales et internationales, qui menacent autant les économies que la stabilité de nos pays, explique la nécessité de recherche, de synergie, d'action dans le secteur. Au menu des travaux, réflexion des experts et partenaires de l'UEMOA sur notamment la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières par le travail, les bonnes pratiques, le développement des systèmes d'information dans le monde du travail. De quoi susciter un référentiel qualité au service des systèmes de formation professionnelle pour une plus grande employabilité des jeunes. Il s'avère nécessaire que les États membres unissent leurs efforts pour mettre en place des actions concertées, fondées sur un système qualité rigoureux et des partenariats renforcés avec le secteur privé et les partenaires au développement. À cet égard, nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où les compétences professionnelles des jeunes de l'espace UEMOA seront pleinement reconnues et valorisées, leur offrant ainsi des perspectives réelles de mobilité et d'acquisition d'emplois décents et durables. Cette valorisation des compétences des jeunes doit passer aussi bien par des actions de rénovation du dispositif de formation initiale que par la reconnaissance de l'apprentissage traditionnel et du secteur informel. Objectif visé, croissance économique et paix dans l'espace UEMOA. La 15e conférence du cadre permanent de concertation a le soutien du chef de l'État, selon le chef de gouvernement pour qui il s'agit d'accélérer par une formation professionnelle de qualité l'emploi de 80% de la population que sont les jeunes et les femmes. Au-delà du BTS, certainement, demain, il y aura des possibilités d'être ingénieur d'application, ingénieur de conception, en charge de la recherche pour améliorer le quotidien de nos pays. C'est pourquoi on a une variété de lycées professionnels. Et le ministre, dans la configuration de ces lycées, a proposé et fait adopter des lycées professionnels selon les régions, en nous appuyant sur les spécificités agricoles pour que dans ces régions, les lycées spécialisés permettent d'améliorer les productions, la transformation et la commercialisation de nos produits agricoles. 250 milliards de francs CFA, ce programme ivoirien de l'enseignement professionnel pour couvrir dans un an encore le territoire national de lycées professionnels. La 15e conférence du cadre permanent de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA se tient quant à elle sur une semaine. Je vous le disais au sommaire, le Parlement tunisien a révisé vendredi la loi électorale à quelques jours seulement d'une présidentielle verrouillée par le camp du président sortant Kais Saied. Le texte voté retire au tribunal administratif la prérogative d'arbitrer les contentieux électoraux et la confie à la Cour d'appel, considérée par les détracteurs de la loi comme une justice aux ordres. C'est un texte inconstitutionnel pour ses opposants. Il a été adopté par 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions. La société civile dénonce un changement des règles du jeu à quelques jours du scrutin où le président Kais Saied brigue un second mandat.
Point final. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance et à demain 13h pour le grand journal du dimanche.